Bonjour, expert de la glycémie. Quel accompagnement convient le mieux aux diabétiques? Je voulais le savoir moi-même. C'est pourquoi j'ai testé 25 des accompagnements les plus populaires pour voir lequel ferait le plus grimper ma glycémie. J'ai porté un capteur de glycémie en continu pour suivre clairement les résultats. Dans cette vidéo, je dévoile l'accompagnement idéal pour la glycémie présenté dans ce bol, ainsi que des options savoureuses pour le diabète que j'apprécie régulièrement. Gardez à l'esprit que je ne suis ni médecin ni nutritionniste, mais je vis avec le diabète depuis plus de 35 ans et j'ai appris à contrôler ma glycémie. Voici ce que nous allons faire. Je vais répartir tous les accompagnements testés dans 3 bols. Bol rouge pour ceux qui provoquent une forte hausse de la glycémie, bol jaune pour ceux qui provoquent une hausse modérée de la glycémie et bol vert pour les accompagnements qui sont adaptés à la glycémie. Commençons par l'accompagnement le plus populaire dans le monde occidental, les frites. Elles sont croustillantes, délicieuses et vraiment satisfaisantes, c'est certain, mais les frites sont aussi riches en glucides et en graisses saturées. Une portion standard contient environ 35 glucides nets et 15 grammes de matière grasse. C'est assez élevé. L'indice glycémique des frites est d'environ 70, ce qui est un peu trop élevé. L'Association américaine du diabète recommande de choisir des aliments avec un indice glycémique inférieur à 55 pour éviter que la glycémie n'augmente trop rapidement. Quand j'ai mangé une portion de frites, ma glycémie est montée à 220 mg par décilitre en moins d'1 heure. Et elle est restée élevée assez longtemps. Même en ayant pris mon insuline avant de manger, mettre les frites dans le bol rouge n'est vraiment pas le meilleur choix pour une personne diabétique. Maintenant, je ne dis pas que vous ne devriez plus jamais manger de frites, mais si vous en mangez, vous devriez peut-être opter pour une plus petite portion. Vous pouvez aussi les accompagner d'aliments mieux adaptés à la glycémie. Si vous êtes sous insuline, prenez la bonne dose et synchronisez l'injection pour éviter une forte hausse de glycémie. Ensuite, j'ai les pommes de terre bouillies sur ma liste. Elles paraissent plus saines et innocentes car elles contiennent moins de matière grasse que les frites. Gardez à l'esprit que les pommes de terre sont un légume très riche en amidon. Une portion standard de pommes de terre bouillies contient environ 30 glucides nets, ce qui est assez élevé, et l'indice glycémique des pommes de terre bouillies est d'environ 80. C'est même plus élevé que les frites. Donc, ce n'était pas une surprise qu'après avoir mangé une portion de pommes de terre bouillies, ma glycémie soit montée à 250. En moins d'1 heure, elle a grimpé plus haut qu'après avoir mangé des frites. Mais d'un autre côté, elle n'est pas restée élevée très longtemps et elle est redescendue relativement vite. Les pommes de terre bouillies vont dans le bol rouge. Pour les intégrer occasionnellement à votre alimentation et limiter les pics de glycémie, essayez de les laisser refroidir avant de servir. Refroidir les pommes de terre ralentit la digestion et aide à réduire ce pic de glycémie. Ma façon préférée de manger des pommes de terre bouillies, plus adaptées à la glycémie, est de les mélanger avec œufs durs, cornichons, oignons et vinaigre pour préparer une salade froide. Le prébolus aide aussi beaucoup à réduire le pic de glycémie après le repas et prendre l'insuline assez tôt pour qu'elle puisse agir contre ces pommes de terre qui font monter la glycémie. Passons maintenant à un autre accompagnement classique, les épinards. Ce légume à feuilles vertes contient moins d'un demi-gramme de glucides nets par tasse, ce qui en fait une option très pauvre en glucides. L'indice glycémique des épinards est de 15, ce qui est excellent. On ne peut pas faire mieux. J'aime vraiment manger des épinards. Ma mère m'en préparait tout le temps quand j'étais enfant. Donc je suis peut-être un peu biaisé ici, mais pendant mes tests, une portion de ce légume-feuille n'a littéralement rien fait à ma glycémie. Ce que j'aime le plus avec les épinards, c'est qu'ils sont très polyvalents. Je peux le préparer à la maison, sauter à l'huile d'olive ou en salade ou en commander dans de nombreux restaurants. Et le meilleur, c'est que je peux en manger autant que je veux sans m'inquiéter d'une hausse de la glycémie. C'est pourquoi les épinards vont dans un bol vert, sans hésitation. Ensuite, un autre accompagnement. J'aime vraiment les petits pois. La principale raison pour laquelle j'aime les petits pois, c'est qu'ils sont riches en nutriments et qu'ils apportent une touche sucrée agréable à mon repas. Les petits pois frais ou écrasés maison sont très peu transformés, ce qui est positif. Mais voyons les chiffres. Une portion de petits pois verts contient 21 glucides. Après avoir déduit 7 grammes de fibres, on arrive à 14 glucides nets par tasse. C'est en fait un peu plus que ce à quoi je m'attendais, mais c'est quand même beaucoup moins que les pommes de terre. Mais l'indice glycémique est d'environ 40, ce qui est bien dans la recommandation de l'ADA de moins de 55. Après avoir mangé une tasse de pois, j'ai vu ma glycémie augmenter, mais ce n'était rien de dramatique. Le chiffre sur mon CGM n'est pas monté au-dessus de 150. Les pois étaient meilleurs pour ma glycémie après le repas que les pommes de terre ou les frites, mais moins efficaces que d'autres aliments que j'évoquerai plus tard dans cette vidéo. Donc, les pois vont dans le bol jaune avec tous les plats du bol jaune. Je sais que je peux manger une portion moyenne, comme une tasse de petits pois verts, sans trop m'inquiéter pour ma glycémie.
Mais je dois faire attention à ma dose d'insuline et au moment où je la prends. Je sais qu'en le faisant correctement, ma glycémie restera optimale après le repas. Parlons d'un autre accompagnement populaire, les haricots verts. J'en mange souvent chez moi car ils sont faciles à préparer et polyvalents. On peut les manger à la vapeur, sautés ou rôtis avec ail et huile d'olive pour plus de saveur. Mais conviennent-ils à la glycémie? Examinons cela. Avec 35 g de glucides nets par portion, les haricots verts restent une excellente option pauvre en glucides, même cuits. Ils conservent un indice glycémique bas de 30, ce qui est bien dans les recommandations de l'ADA, promettant un profil assez équilibré et adapté à la glycémie. En mangeant des haricots verts lors de mon test, ma glycémie est restée presque stable, avec une légère hausse. Et c'est pour ça que j'ai mis les haricots verts dans le bol vert. C'est l'un de mes accompagnements préférés chaque fois que je les vois au menu au restaurant. D'ailleurs, avec tous les légumes dans le bol vert, je ne me préoccupe pas du tout des quantités. Je mange simplement autant que je veux. Honnêtement, la plupart du temps, je n'ai même pas besoin d'insuline car ils sont très pauvres en glucides nets. Ensuite, le plat d'accompagnement numéro 1 dans le monde entier, le riz blanc. Cet accompagnement est abordable, savoureux et il se marie bien avec à peu près tout. C'est aussi l'une des options les plus riches en glucides et amidon. Une portion de riz blanc contient 46 g de glucides, aucune fibre et très peu de protéines. L'indice glycémique du riz blanc est de 70, ce qui est bien au-dessus de la recommandation de l'ADA, qui est inférieure à 55. Voyons donc ce que le riz blanc a fait à ma glycémie. Quand j'ai mangé une portion standard, ma glycémie est montée en flèche de 100 à 260 en moins d'une heure, même si j'ai pris mon insuline. C'est pourquoi le riz blanc doit être mis dans le bol rouge, sans aucun doute. Ça ne veut pas dire que tu ne dois jamais en manger, mais si tu le fais, fais-le correctement. Personnellement, j'aime mélanger le riz avec du quinoa, des lentilles ou des morceaux de brocoli. Ces aliments apportent fibres et protéines, aidant à limiter le pic de glycémie. Une autre façon simple de réduire le pic de glycémie est de ne pas manger le riz juste après la cuisson, mais de le laisser refroidir, comme on le fait avec les pommes de terre. Sérieusement, laissez-le juste quelques heures au réfrigérateur. Même réchauffé plus tard, le riz reste mieux adapté à la gestion de la glycémie. Et si, comme moi, vous êtes dépendant à l'insuline, bien ajuster la dose et le moment de l'injection fait une grande différence. Passons au prochain accompagnement de ma liste. Je sais que refroidir le riz et le mélanger avec du brocoli paraît demander beaucoup d'efforts. Mais en fait, il existe une alternative plus saine au riz, et celle que j'aime vraiment, c'est le riz sauvage. Le riz sauvage est considéré comme une céréale complète. Il a une saveur de noisette, une texture ferme et une grande valeur nutritionnelle. Mais est-il aussi meilleur pour la glycémie? Voyons cela. La majorité des sources situent l'indice glycémique du riz sauvage entre 50 et 55, conforme à la recommandation de l'ADA. La portion de riz sauvage contient 42 g de glucides, 6 g de protéines et 4 g de fibres. Et en fait, cela semble plutôt bien, parce qu'en théorie, toutes ces choses, fibres, protéines et graisses, ralentissent l'absorption des glucides et empêchent une forte hausse de la glycémie. C'est exactement ce qui s'est passé. Après avoir mangé du riz sauvage, ma glycémie a augmenté, mais est restée sous 200. La montée a été plus lente et plus facile à gérer que celle du riz blanc. J'ai aussi observé des résultats similaires avec le riz complet et le riz sauvage. C'est pourquoi j'ai mis à la fois du riz sauvage et du riz complet dans le bol jaune. C'est une bonne alternative pour les personnes diabétiques. N'hésitez pas à les ajouter à votre assiette, mais gardez à l'esprit qu'ils ont un impact sur la glycémie, donc il vaut mieux rester raisonnable sur la taille des portions. Quand je mange du riz sauvage, je prends généralement mon insuline 10 minutes avant de manger pour maintenir ma glycémie optimale. Au fait, j'apprécie aussi d'autres variétés de riz. Je détaillerai ces variétés dans une autre vidéo dont je mettrai le lien ci-dessous pour que vous puissiez la voir après. Mais passons maintenant à un autre accompagnement très populaire, le maïs. Je dois dire que j'adore vraiment le croquant sucré du maïs, qu'il soit grillé sur l'épi lors d'un barbecue d'été ou servi dans un bol en accompagnement. Mais regardons les chiffres. Une portion de maïs contient 27 g de glucides et après avoir déduit 3 g de fibres, on arrive à 24 glucides nets. C'est assez élevé, mais l'index glycémique n'est pas trop mauvais. Il reste juste dans la recommandation de l'ADA de moins de 55. Lors de mon test, j'ai clairement vu que ma glycémie augmentait assez rapidement. Après avoir mangé un bol de maïs, ma glycémie est montée jusqu'à environ 200, même si j'avais pris mon insuline avec. Et c'est pour ça que j'ai décidé de mettre le maïs doux dans un seau rouge. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de l'éviter complètement, mais vous devriez peut-être envisager de prendre une portion plus petite. Ou combiner le maïs avec des légumes à feuilles ou d'autres légumes à faible index glycémique dans une bonne salade. Une autre chose qui aide beaucoup à réduire le pic de glycémie après avoir mangé du maïs, c'est le pré-bolus. Et prendre cette insuline suffisamment tôt
Prochain accompagnement sur ma liste, le brocoli vapeur, une option saine bien connue. Pour moi, le brocoli est un super aliment parce qu'il est riche en fibres, en vitamines et en antioxydants, et en plus il est très pauvre en glucides. Une tasse de brocoli contient environ 6 grammes de glucides, et si on enlève 3 grammes de fibres, il ne reste que 3 glucides nets. Le brocoli cru a un index glycémique de 15, ce qui est absolument incroyable. Mais il faut garder à l'esprit que chaque fois qu'on cuit à la vapeur, qu'on fait bouillir ou qu'on rôtit pratiquement n'importe quel légume, l'index glycémique augmente. Le brocoli cuit à la vapeur ou bouilli peut avoir un IG autour de 40, mais cela reste dans la recommandation de l'ADA de moins de 55, donc on est bon de ce côté-là. Regardez. Après avoir mangé du brocoli vapeur pendant le test, ma glycémie a à peine augmenté, ce qui était très encourageant. C'est pourquoi j'ai mis le brocoli dans le bol vert. Je peux en manger autant que je veux sans trop m'inquiéter pour ma glycémie. Et si vous n'aimez pas le brocoli, vous pouvez envisager le chou-fleur, qui a à peu près le même effet sur ma glycémie. Et il appartient aussi au bol vert, sans aucun doute. Au fait, ce que j'aime faire avec la farine de brocoli et de chou-fleur, c'est de les associer avec les accompagnements du bol rouge. En mélangeant ces ingrédients, vous rendez instantanément votre plat du bol rouge plus adapté à la glycémie, tout en gardant la plupart du goût. Essayez-le. Passons à l'accompagnement suivant. Purée de pommes de terre. Elles sont crémeuses, réconfortantes, et c'est quelque chose que j'aime vraiment manger, je dois l'admettre. Mais est-ce bon pour ma glycémie? Voyons cela. Une portion de purée de pommes de terre contient au moins 35 glucides nets, comme les frites ou les pommes de terre bouillies. L'indice glycémique est d'environ 75, bien au-dessus de la recommandation de l'ADA qui est inférieure à 55. Lorsque j'ai testé la purée de pommes de terre, ma glycémie est montée à 250 en moins d'une heure, c'est très rapide et très élevé. C'est pourquoi, hélas, la purée de pommes de terre est aussi dans le bol rouge. Pour rendre ma purée de pommes de terre plus adaptée à la glycémie, j'ajoute du chou-fleur ou du brocoli au mélange. Cela réduit les glucides et augmente les fibres, rendant ma purée de pommes de terre meilleure pour la glycémie. Mais passons maintenant à un autre plat sain qui est très populaire, surtout en automne, les carottes et panais rôtis. Ces légumes sont riches en fibres, vitamines et antioxydants, mais contiennent plus d'amidon que la plupart des autres. Une tasse de carottes crues contient 13 g de glucides, 3 g de fibres, soit environ 10 g de glucides nets. Une tasse de panais cru contient 24 g de glucides et 6 g de fibres, donc environ 18 glucides nets. Le panais a un indice glycémique supérieur à celui des carottes, qui augmente encore lorsqu'il est rôti. Il peut facilement atteindre 60, ce qui est au-dessus de la recommandation de l'ADA de moins de 55. Après avoir mangé une portion de carottes et de panais rôtis, ma glycémie est rapidement montée à environ 170. Je mets donc les carottes et panais rôtis dans le bol jaune. Ils ne sont pas mauvais avec modération. Mais personnellement, je dois m'assurer de déclencher l'insuline dans mon corps assez tôt et de ne pas en faire trop pour rester dans la plage optimale. Ensuite, un autre accompagnement sain, une salade. Évidemment, il existe de nombreuses versions de la salade d'accompagnement, mais la plus courante est composée de laitue, de tomates, de concombres, de carottes râpées et peut-être d'un peu d'oignon rouge. Ce type de salade avec laitue et vinaigrette balsamique est un choix évident, disponible presque partout. Une portion typique contient moins de 5 g de glucides nets, ce qui en fait une bonne option pauvre en glucides et riche en fibres. L'indice glycémique d'environ 20 rend une salade très adaptée à la glycémie après avoir consommé la plupart des salades d'accompagnement. Ma glycémie est restée stable sans insuline, donc il n'est pas surprenant que j'ai mis une salade dans le bol vert. Vous pouvez manger de grandes portions sans craindre les pics de glycémie, mais toutes les salades ne se valent pas. Ajouter du maïs doux, des croûtons ou une vinaigrette sucrée augmente fortement les glucides et peut faire grimper la glycémie. Mais c'est une excellente idée de manger une salade pauvre en glucides avant n'importe quel repas, car cela aide à ralentir la digestion et l'absorption des glucides du plat principal. Prochain accompagnement, les pâtes. Ce n'est pas traditionnel, mais c'est un incontournable dans presque toutes les cuisines. Et en fait, j'utilise assez souvent les pâtes comme accompagnement, surtout quand je manque de temps. Alors, est-ce que les pâtes sont adaptées à la glycémie? Voyons cela de plus près. Une pâte italienne classique est faite de semoule de blé et d'eau. La semoule a définitivement un profil glycémique plus équilibré que la farine tout usage classique. Mais même une petite portion de la pâte classique contient environ 38 glucides nets, ce qui est assez élevé. L'indice glycémique des pâtes est d'environ 60, ce qui est au-dessus de la recommandation de l'ADA pour l'essayer. J'ai mangé une portion de pâte avec un peu de sauce tomate non sucrée. Bien que j'ai pris mon insuline avec, ma glycémie a grimpé à environ 240 en moins d'une heure. C'est un accompagnement difficile pour nous, diabétiques. C'est pourquoi j'ai mis les pâtes dans le bol rouge. Voici une astuce pour les pâtes.
Cuire les pâtes al dente, les mélanger à la sauce puis les réfrigérer quelques heures aide à réduire le pic de glycémie après le repas. Comme le riz et les pommes de terre, refroidir puis réchauffer les pâtes réduit leur index glycémique et rend les plats de pâtes plus adaptés à la gestion de la glycémie. Mais pour être honnête, quand je fais des pâtes à la maison, je n'utilise généralement pas celles que je viens de vous montrer. J'utilise un autre type de pâte. Voici celle que j'utilise avec un meilleur profil glycémique. C'est le prochain sur ma liste. Cette panna est faite à partir de semoule complète et cela fait vraiment une différence. Une petite portion de ces pâtes complètes contient seulement 36 g de glucides, dont presque 4 g de fibres, donc un total de seulement 32 glucides nets. C'est plus de 15 % de moins que les pâtes traditionnelles et l'indice glycémique est d'environ 50, ce qui correspond en fait à la recommandation de l'ADA pour les personnes vivant avec le diabète. Quand j'ai mangé une petite portion de ces pâtes complètes avec une simple sauce tomate, ma glycémie n'est montée qu'à environ 150. Ce n'est pas parfait, mais c'est bien pour des pâtes, alors j'ai décidé de mettre les pâtes complètes dans le seau jaune. Pour les personnes diabétiques, c'est une bien meilleure alternative aux pâtes classiques. D'ailleurs, il existe d'autres sortes de pâtes que j'apprécie aussi. J'en parle en détail dans une autre vidéo et je mettrai le lien ci-dessous pour que vous puissiez la regarder après celle-ci. Maintenant, une chose à laquelle il faut faire attention avec les pâtes, c'est que certains plats comme les lasagnes ou les macaronis au fromage sont assez riches en matières grasses. Et chaque fois que vous ajoutez des matières grasses dans l'équation, cela ralentit la digestion. Comme les fibres, les matières grasses peuvent maintenir une glycémie élevée plusieurs heures après avoir mangé de la viande. Je ne dis pas forcément que c'est une bonne ou une mauvaise chose, cela dépend vraiment de votre situation personnelle. Mais ce que cela signifie pour moi, c'est que, pour un repas riche en matières grasses, comme des macaronis au fromage ou des lasagnes, j'ai besoin de beaucoup moins d'insuline au début, et de beaucoup plus d'insuline quelques heures après avoir mangé ce repas pour lutter contre cette hausse retardée de la glycémie. Passons à un autre accompagnement de ma liste, l'un de mes préférés, les haricots blancs au four. Les haricots sont intéressants. Ils sont pleins de fibres, riches en protéines végétales et relativement pauvres en glucides. Mais du point de vue de la glycémie, tous les haricots ne se valent pas. Par exemple, une portion de ces haricots blancs cuisinés Heinz, que l'on peut acheter dans presque tous les supermarchés, contient 31 g de glucides, dont 8 g de fibres, soit 23 glucides nets. Mais parmi ceux-ci, 8 g sont du sucre ajouté. Et cela signifie que l'indice glycémique de ces haricots est d'environ 50. D'un autre côté, une portion de haricots non sucrés et peu transformés ne contient pas de sucre ajouté et seulement 16 glucides nets, soit 30 % de glucides en moins que les haricots Heinz. L'indice glycémique de ces haricots plus sains est bien plus bas. Il est d'environ 35, donc bien dans la recommandation de l'ADA. Quand j'ai mangé une portion de haricots Heinz, ma glycémie a grimpé assez vite jusqu'à environ 200. Les haricots naturels m'ont procuré une montée plus lente et modérée, autour de 150, ce qui me convient tout à fait. C'est pourquoi je mets les haricots Heinz sucrés dans le bol rouge et les haricots non sucrés dans le bol jaune. La différence entre ces deux options est réelle, et c'est pourquoi, avec les haricots comme avec tout le reste, j'aime lire l'étiquette. En général, je choisis des produits plus riches en fibres et protéines, avec moins de sucre ajouté. Mais honnêtement, tous les haricots élèvent moins la glycémie que pommes de terre, riz blanc, pâtes ou pain blanc. Ensuite, il y a un autre accompagnement populaire présent dans de nombreux fast-food, coleslaw. Si vous avez vécu sous un rocher et que vous ne savez pas ce qu'est le coleslaw, laissez-moi vous donner un petit cours sur le chou. La salade de coleslaw traditionnelle est faite de choux avec une vinaigrette au vinaigre. À mon avis, c'est l'un des accompagnements les plus sous-estimés. Une portion de coleslaw maison non sucré contient seulement 6 glucides et après avoir déduit 2 g de fibres, on arrive à 4 glucides nets. L'indice glycémique est seulement d'environ 20, ce qui est excellent. Mais le problème, c'est que ce n'est pas le genre de coleslaw que vous pouvez trouver chez KFC ou Popeyes. Les chaînes de restauration rapide ont eu l'idée d'ajouter beaucoup de mayonnaise et de sucre à ce plat sain, et c'est ce qu'elles ont fait. Quand j'ai mangé une portion de coleslaw fait maison, je n'ai pas eu besoin d'insuline et ma glycémie n'est pas montée au-dessus de 120. En revanche, une portion de coleslaw de fast-food avec du sucre ajouté et de la mayonnaise a fait grimper ma glycémie à 160, même si j'avais pris mon insuline avec. J'ai donc mis le coleslaw dans le bol jaune, du moins pour la version fast-food. Pour refaire ce plat du bol vert, évitez sucre et mayonnaise et préparez simplement votre sauce. Huile d'olive, moutarde, vinaigre, sel et poivre. C'est ça le secret. Passons à un autre accompagnement de ma liste, les nouilles de riz. Elles sont courantes dans de nombreux plats asiatiques, comme les sautés, et je dois admettre qu'elles sont délicieuses. Mais une portion de nouilles de riz contient 47 g de glucides avec pratiquement 0 fibres et 0 protéines. L'indice glycémique des nouilles de riz est de 80, ce qui est très élevé et bien au-dessus de la recommandation de l'ADA. Ces chiffres ne sont pas bons, alors voyons ce que les nouilles de riz ont fait à ma glycémie.
Quand j'ai mangé une portion standard, ma glycémie est montée en flèche de 100 à 270 en moins d'une heure, même si j'avais pris mon insuline. C'est pourquoi j'ai mis les nouilles de riz dans le bol rouge. Encore une fois, je ne dis pas que vous ne devriez plus jamais manger de nouilles, mais si vous en mangez, gardez à l'esprit à quelle vitesse elles peuvent faire grimper votre glycémie. Donc le contrôle des portions, le pré-bolus et le fait de les associer à beaucoup de fibres et de protéines, c'est la clé. Je mange rarement des nouilles de riz car j'ai trouvé une meilleure alternative. Les nouilles shirataki. Les shirataki ne ressemblent à aucune autre pâte ou nouille qui existe. Car, croyez-le ou non, elles n'augmentent pas la glycémie. Ces nouilles translucides, proches des vermicelles, sont faites de konjac, composé surtout d'eau et de fibres solubles. Une petite portion de ces nouilles contient 2 G de glucides, dont la quasi-totalité est des fibres. Les nouilles shirataki sont très pauvres en glucides. J'ai été impressionné en les essayant. Même si j'ai mangé un grand bol, ma glycémie n'a pas bougé du tout. Alors, où est le piège? Eh bien, selon de nombreuses sources, les nouilles shirataki peuvent provoquer des ballonnements, des gaz ou de la diarrhée, surtout chez les personnes qui ne sont pas habituées à consommer de grandes quantités de fibres. Elles ont une texture et un goût un peu différents des nouilles traditionnelles, étant légèrement caoutchouteuses, ce qui ne plaît pas à tous. J'aime leur goût et leur effet sur la glycémie, c'est pourquoi je les ai mises dans le bol vert. Je peux en manger autant que je veux sans prendre d'insuline ni craindre une forte hausse de ma glycémie. Le prochain accompagnement dont je veux parler, c'est le pain, parce que c'est l'une de ces choses qui sont très faciles à préparer, que nous aimons tous, que nous mangeons tous très souvent. Soyons honnêtes, la plupart des pains populaires sont très transformés, pauvres en fibres et augmentent rapidement la glycémie. C'est pourquoi ils peuvent être assez problématiques du point de vue de la glycémie. Quelques tranches de pain blanc classique contiennent environ 35 g de glucides et seulement 1 G de fibres, soit 34 g de glucides nets. C'est vraiment beaucoup. Et l'index glycémique du pain est très élevé, généralement autour de 75, bien au-dessus de la recommandation de 55. Quand j'ai fait le test, ma glycémie est montée à plus de 250 après avoir mangé quelques tranches et c'est arrivé très rapidement. La courbe sur mon capteur de glycémie est montée en flèche, même si j'avais pris mon insuline. Le pain blanc va sans hésiter dans le bol rouge, mais qu'en est-il du pain complet? Est-il meilleur? Pas vraiment. En fait, la couleur du pain n'a pas vraiment d'importance. Elle n'a pas beaucoup d'impact sur la glycémie. Ce qui compte vraiment beaucoup plus, c'est la teneur en fibres du pain et s'il contient du sucre ajouté. Mes pains préférés sont le pain de seigle complet et le pain Ézéchiel. Alors voyons dans quel bol ils vont se retrouver. Quelques tranches de ce pain de seigle complet apportent 25 g de glucides et 5 g de fibres, soit 20 glucides nets et presque pas de sucre ajouté. C'est impressionnant pour un pain et le pain Ézéchiel affiche même des résultats similaires ou meilleurs. L'indice glycémique de ces deux pains est de 40, donc bien en dessous de la recommandation de l'ADAD qui est de 55. Quand j'ai mangé quelques tranches de chacun de ces pains, ils ont fait monter ma glycémie beaucoup moins que le pain traditionnel. Ma glycémie n'est pas montée au-dessus de 150 et c'est pour ça que j'ai mis à la fois le pain de seigle complet et le pain Ézéchiel dans le bol jaune. Je les mange assez souvent et je les trouve très adaptés à la glycémie, surtout si je prends la bonne dose d'insuline au bon moment, je reste presque toujours dans la plage optimale. Au fait, savais-tu que tu peux réduire l'indice glycémique de n'importe quel pain en le tranchant et en le mettant au congélateur pendant quelques heures, puis en le grillant avant de le manger? Je fais ça souvent et ça réduit un peu l'impact du pain sur ma glycémie. Je pense que cette astuce est très utile pour toute personne diabétique. Maintenant, avant de passer à mon accompagnement préféré, je veux parler de quelques accompagnements sur lesquels beaucoup de gens ont des opinions bien arrêtées. Mais tous ces accompagnements sont très adaptés à la glycémie. Le premier, ce sont les champignons. Certaines personnes ne les aiment pas à cause de leur goût terreux, leur texture spongieuse et leur odeur caractéristique, mais personnellement, je les apprécie parce qu'ils ont la saveur umami et une grande valeur nutritionnelle. Une portion de champignons sautés contient environ 5 glucides, dont 2 sont des fibres, ce qui nous amène à seulement 3 glucides nets. L'accompagnement est clairement pauvre en glucides. L'indice glycémique des champignons est d'environ 15 et c'est très bien, largement dans les recommandations de l'ADA. Quand j'ai mangé une portion de champignons sautés, ma glycémie est restée pratiquement stable et n'a pas dépassé 110. C'est pour cela que les champignons vont dans le bol vert. Ils ajoutent de la saveur et de la texture au repas sans causer de problème de glucose. Ensuite, un autre plat qui divise dans ma liste, les choux de Bruxelles. Je dois admettre que je ne suis pas un grand fan de ces petits gars malodorants. Bien sûr, ils sont riches en fibres, en vitamines C et K, et pour certaines personnes, ils peuvent être délicieux lorsqu'ils sont rôtis. Parfait, mais tu sais ce qui ne l'est pas? Quand quelqu'un cuit un gros bol de choux de Bruxelles au micro-ondes du bureau. Bref, passons aux chiffres.
Une portion de choux de Bruxelles contient environ 11 glucides, dont 4 sont des fibres, ce qui nous amène à 7 glucides nets, c'est vraiment bien. L'indice glycémique est d'environ 20, donc bien en dessous de la recommandation de l'ADA, qui est de moins de 55 maintenant. Bien que je n'aime pas les choux de Bruxelles, j'ai décidé d'en manger pour l'équipe et de filmer l'effet sur ma glycémie. Et j'ai réussi à manger une portion correcte, je n'ai pas pris d'insuline et ma glycémie n'est pas montée au-dessus de 120. Voilà pourquoi les choux de Bruxelles vont dans le bol vert. Si tu les aimes, tu peux en manger autant que tu veux sans trop t'inquiéter pour ta glycémie. Abordons un autre accompagnement spécial, les cornichons. Vous connaissez sûrement les concombres marinés, mais il existe aussi de nombreux autres légumes marinés, choux, mini-maïs, poivrons, betteraves et divers mélanges. Ces légumes marinés conviennent-ils à la glycémie? Voyons cela. Une tasse de cornichons contient environ 3 ou 4 glucides, dont la moitié de fibres, donc peu de glucides nets. L'indice glycémique est d'environ 15, ce qui est très bien. Quand j'ai testé les cornichons, ils n'ont pas du tout fait augmenter ma glycémie, même si je n'ai pas pris d'insuline. J'ai aussi eu une excellente expérience avec d'autres légumes marinés. Le fait est que je soupçonne que le processus de fermentation et le vinaigre ajouté lors de la préparation des cornichons aident à ralentir la digestion et rendent tout aliment mariné compatible avec la glycémie. Voilà pourquoi j'ai mis des légumes marinés dans le bol vert. Mais la plupart d'entre eux, je peux en manger autant que je veux et je ne m'inquiète pas pour ma glycémie. La seule chose à laquelle je ferai attention, c'est le sucre ajouté. Je sais que la plupart des marques ajoutent un peu de sucre pour le goût, mais même cette petite quantité placerait l'aliment dans un bol vert. Vérifier l'étiquette en vaut la peine, selon moi. Maintenant, avant de révéler le gagnant et de vous dire quel est mon accompagnement préféré, je veux vous expliquer comment vous pouvez me contacter. Le plus simple est de passer par mon Patreon pour m'envoyer un message et voir du contenu bonus. Je réponds à toutes les questions sur Patreon, d'où le nombre limité de places dans mon groupe. Consultez le lien ci-dessous et rejoignez tant que c'est possible. Mon accompagnement préféré actuellement, il est composé d'avocats, de tomates, d'oignons rouges, de coriandre, de jus de citron vert et de sel. Il est riche en bonnes graisses et en fibres, mais il est aussi incroyablement crémeux et satisfaisant. Et je suis sûr que la plupart d'entre vous ont deviné de quoi il s'agit maintenant. Oui, le guacamole, une portion de ce délicieux accompagnement, ne contient que 2 glucides nets et son index glycémique est de 20, ce qui est excellent. Quand j'ai mangé du guacamole seul, une portion généreuse, ma glycémie a à peine bougé. Et c'est pourquoi le guacamole appartient sans aucun doute au bol vert. Au fait, saviez-vous que l'avocat, qui est l'ingrédient principal du guacamole, est un fruit? Les fruits ont souvent une mauvaise réputation auprès des personnes diabétiques parce que certains peuvent faire grimper la glycémie assez fortement, mais ce n'est pas le cas de tous. J'ai récemment testé les 20 fruits les plus populaires pour voir comment ils influencent ma glycémie. Donc, si vous voulez savoir quels fruits ont fini dans le bol vert, regardez absolument la vidéo. Cliquez ici et regardez-la ensuite. Je vous retrouve là-bas. Ciao.